Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 232e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous présenter le défi de notre Nassourdine Imavov. Ce sera le 3 décembre à Las Vegas, main event d'une UFC Fight Night contre le numéro 7 des moins de 84 kg, Roman Dolidze. Un immense défi pour le sniper tricolore. Avec moi pour en parler cette semaine, j'ai pas mon partenaire Baba, on lui passe le bonjour, il est au Maroc pour un stage de coaching au moment où on enregistre, donc il est mieux que nous au niveau température. Mais j'ai l'honneur d'avoir monsieur Nicolas Haute qu'on a reçu récemment c'était un des coachs de l'équipe de France amateur, on t'a reçu après les mondiaux pour fêter toutes les médailles de la belle équipe de France, mais t'es surtout le nouveau coach de Nassourdine Imavov et c'est pour ça qu'on t'a aujourd'hui. Comment ça va, Nico? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, et on va parler du nouveau Nassourdine Imavov par son nouveau coach. Il sort d'une année ultra frustrante entre un changement d'adversaire à la dernière minute pour prendre Sean Strickland au poids supérieur et un no contest contre Chris Curtis pour coup de tête non intentionnel. Mais la vie est faite d'opportunités et une énorme se présente devant Nassourdine Imavov. Opposé au numéro 7 du classement des challengers des moins de 84 kg, le géorgien Roman Dolidze, ce samedi 3 février à Las Vegas dans le main event d'une UFC Fight Night, le sniper tricolore a l'occasion d'intégrer le top 10 de sa catégorie et de se replacer dans sa quête du Graal de la ceinture UFC. Pour aborder ce rendez-vous essentiel, Imavov a quitté le MMA Factory où il s'entraînait depuis des années pour recentrer son équipe autour de sa famille et se préparer auprès d'un nouveau coach, Nicolas Haute, qui vient raconter au RMC Fighter Club la construction du nouveau Nassourdine Imavov. C'est son année. Nous, notre but en 2024, montrer au monde que ta place dans le top 10, dans le top 5, dans le top 3, elle est pour toi. Après 12 mois ultra frustrants, un combat pour rien contre Curtis, une défaite contre Strickland. Et donc finalement, sur le papier, c'est pas une belle année 2023. Nassourdine doit enchaîner les victoires pour prouver qu'il peut aller tout en haut. Tout est possible, il va falloir appuyer sur le bouton. Et là, les capacités de Nassourdine. En 2024, il peut devenir le champion que tout le monde voit en lui. Il peut le faire, Nassourdine, il peut le faire. C'est son destin qui est en train de jouer là. C'est le combat qui va lui permettre d'intégrer le top 10. Et ça commence par une victoire contre un danger public. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire Dolidze là? Qu'est-ce qu'il vient de faire Dolidze? Waouh! Le numéro 7 mondial, le géorgien Roman Dolidze. Le combat de sa vie, le combat de sa carrière. Donc là, c'est Jumbo. Dolidze Imavov, dans la nuit du 3 au 4 février, en direct sur RMC Sport 2. Alors Nico, merci une nouvelle fois d'être avec nous pour parler de ce défi à venir pour Nassourdine. On cacherait aux auditeurs toujours au Fighter Club, on enregistre une dizaine de jours avant. Tu me disais Nassourdine est déjà parti, toi tu pars en fin de semaine pour Las Vegas. Il est parti ce matin, c'était important pour nous qu'il ait du temps pour s'acclimater, pour s'adapter au changement horaire, et puis qu'il soit bien, qu'il soit à l'aise là-bas. Et donc moi je le rejoins vendredi avec son frère Daguir et avec Ilian Boifa. Ok, ouais, parce que c'est pas sa première aux États-Unis, mais on sait à Vegas, il y a un gros décalage, 9h, c'est bien que le corps ait le temps de s'habituer. Toi, tu connais bien en prépa physique. On rappelle d'ailleurs, j'ai pas cité Nico, mais Smart Fight aussi, ta société pour tout ce qui est préparation physique aussi. Voilà, exactement. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Petit contexte aussi, on va citer, allez tous sur la chaîne YouTube de RMC Sport si vous voulez en savoir plus sur ce combat. On a le film Au nom des siens, film autour de Nassourdine Imavov avant ce défi contre Dolidze, axé aussi sur sa fratrie, voilà, les frères Imavov et leur quête ensemble des sommets du MMA. Film très sympa de Anthony Sterpini et des équipes de Laurent Salvaudon. N'hésitez pas sur la chaîne YouTube RMC Sport. On va parler de tout ça, Nico. On va parler de ce nouveau coach pour Nassourdine, mais en fait qui est un retour un peu aux sources. Nico, je veux commencer par ça. C'est comment l'histoire entre toi et Nassourdine débute? Parce que je crois qu'elle débute dès que Nassourdine arrive de Salon de Provence à Paris pour commencer sa quête des sommets du MMA. Exactement. Donc à l'époque où Nassour arrive au MMA Factory, moi je suis déjà coach là-bas, coach pour les pros, coach pour les amateurs. Et j'ai notamment un cours le vendredi soir qui est un mélange des pros et des amateurs. Et dans ce cours, il y a Thierry Soukoudjou, dont certains... Passé par l'UFC, le WEC, le Pride, ça a affronté du monde, Soukoudjou. Voilà, très très haut niveau de combat. Et Thierry Soukoudjou, moins de 93 kilos, que je fais tourner avec Nassourdine Imavov, petit jeune. Je crois qu'à l'époque, il a 2 combats de MMA.
qui est pas connu, mais dans la salle, le bruit circule que les frères Imavov sont arrivés et qu'ils sont forts. Qui a du talent. Donc- D'ailleurs, c'est du pancras, je crois, même ces deux premiers C'est combats. pancras même à pas l'époque. du MMA. Donc C'est pancras. l'ancêtre du MMA avant que ce soit légalisé. C'est ça. Et là, je crois qu'il a 2 combats. Et donc, je les fais tourner ensemble et je vois Nassour qui déjà fait des étincelles. Et je me dis, waouh, ce jeune est fort. T'as cette première impression, ouais. Il y a un truc. Ouais. Dès la première fois, dès le premier cours, parce que je le fais tourner avec quelqu'un qui est très très fort, qui est très haut niveau, comme tu dis, Pride, UFC, etc., etc. Thierry Soukoudjou, c'était un grand nom du MMA. Et je le fais tourner là, avec ce mec-là, et Nassour fait des étincelles dès la première fois. Au point que Thierry même le remarque. Au point que Ouais. Thierry le remarque aisément, au point que toute la salle le remarque. Et donc voilà, ça c'est notre rencontre. Et puis après, on travaille ensemble. Moi, j'avais un poste qui était assez important au MMA Factory. Donc on travaille ensemble sur la nutrition, sur la préparation physique. Et puis progressivement, l'année où il rentre à l'UFC, on commence à travailler ensemble sur la partie entraînement, notamment sur la préparation de son camp d'entraînement avant qu'il aille à l'UFC. Mhm. Qui était à la base, il devait rentrer au Contender Series, c'était pas l'UFC qui était prévu, à Las Vegas d'ailleurs. Et puis c'est annulé, puis Lopez gère bien le truc, finalement il se retrouve sur la carte de l'UFC à Abu Dhabi. Exactement. Et on se retrouve, je me retrouve dans le coin avec Ahmed Salamov, Fernand Lopez et Nassourdine à l'UFC à Abu Dhabi pour ses débuts à l'UFC. Depuis, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter? Je connais Oui. un peu l'histoire, mais que tu nous la racontes toi. Très brièvement, après, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a continué à travailler ensemble. Puis au bout d'un moment, moi, j'ai quitté le MMA Factory. Donc lui, il a continué sa carrière au MMA Factory avec tout le cercle qui l'entourait, avec Fernand Lopez et puis avec l'ensemble des coachs qui étaient présents là-bas. Moi, j'ai travaillé de mon côté avec l'équipe de France de MMA amateur, au Mamoudi Gym, avec plein d'athlètes différents. Et puis, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a Nassourdine qui m'a contacté en me disant, écoute, je cherche un head coach. J'aimerais que ce soit toi. Voilà, j'ai déjà monté une équipe autour de moi. Mhm. Voilà cette équipe. Est-ce que tu voudrais faire partie de ce truc? On s'est vu et bien sûr, c'était avec grand plaisir. Le projet était intéressant, enivrant. Et puis, je dirais, depuis mi-novembre, fin novembre, on travaille ensemble du coup pour ce projet Roman Dolidze. Vous étiez resté en contact, bien sûr. Bien évidemment qu'on de, était de resté tout en temps, bien contact. sûr. C'est au-delà du projet sportif. Là, je sens dans ta réponse, Nico, qu'il y a aussi un feeling clairement humain, qu'il y a quelque chose avec Nassour qui fait que tu acceptes tout de suite aussi le challenge. C'est ça. C'est marrant parce que c'était une volonté commune du côté de Nassour et de mon côté. Quand on a quitté le MMA Factory, c'était de dire, à partir de ce moment-là, on va s'entourer de gens avec qui on a vraiment envie de travailler, mais au-delà du côté sportif et professionnel, L'humain. sur le côté humain. Et avec Nassour, c'est vrai qu'on a continué à se voir, à s'appeler, à prendre des nouvelles, pas tout le temps, hein, mais de manière fréquente, en dehors du côté sportif. On s'est vu à d'autres événements que des événements sportifs. Et puis, naturellement, cette réunification, elle s'est faite autour de Nassour, pas que moi, mais aussi autour de Nassour, tous les protagonistes qui sont venus aider sur le camp d'entraînement, soit Rodrigo Alamos, avec qui il avait travaillé pendant longtemps, les lutteurs de Melun, le père de Issa Samaké. Le père de Bakary Samaké, donc le père de pépite de la Bakary. boxe qu'on aura sur Exactement. RMC Sport le 22 février Voilà. au Zénith. Et donc, toute cette équipe qui s'est formée autour de Nassour pour le faire performer pour ce camp d'entraînement. C'est marrant, tu parles de ce côté humain et j'ai envie de t'interroger aussi là-dessus. C'était prévu un peu plus tard dans l'émission, mais on rebondit. Nassour, c'est quelqu'un qui humainement est un peu secret. Il le dit d'ailleurs dans notre film. Voilà, c'est des gens, on rappelle, il vient du Daghestan, hein, Nassour, et c'est des gens de peu de mots pour le dire, voilà, qui expriment pas toujours tous leurs sentiments. Toi, ton Nassour humain, comment tu pourrais me le raconter? Tu vois, qui est Nassourdine Imavov, qu'on connaît finalement assez peu humainement. Tu vois, on connaît le combattant. C'est drôle parce qu'il y a cette humilité, cette discrétion des gens des pays de l'Est de manière globale, des gens du Caucase. Mais en même temps, moi avec Nassour, on rigole beaucoup. On se charrie beaucoup, on rigole beaucoup, on va faire les pattes d'ours, s'il y a un coup qui va mal passer, on va en rigoler, on va se challenger un petit peu. Et donc, oui, effectivement, il y a une pudeur parce que c'est dans le mode éducatif, la façon d'être. Dans sa nature. Dans sa nature. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très décontracté, qui est très drôle, qui est très sympathique au quotidien. Tu sais, j'ai l'impression, on a tous connu des gens comme ça dans notre entourage. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, tu mets longtemps à briser le cercle, mais une fois qu'il est brisé, ouais, tu découvres tout le bonhomme, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est quelqu'un de remarquable et c'est quelqu'un. Je pense que le public français va gagner à le connaître au fur et à mesure de ses différentes interventions. Donc tu rappelais, hein, toi tu l'as accompagné au début à l'UFC pour ce premier combat. C'est quoi l'impression toi que t'avais donné Nassour depuis son arrivée à l'UFC, puisqu'après tu l'accompagnais plus sur ses combats. Quelle impression t'en as eu globalement? Depuis ses débuts à l'UFC, j'ai l'impression que
Nassour, on a eu sur des combats un peu difficiles sur les 2 premiers combats. Premier combat, il est difficile, mais il le domine. Deuxième combat, il perd contre Phil Hawes. Exactement. Et puis après, il part sur une série de victoires qui sont des masterclass, c'est-à-dire où il domine réellement, où il est très relâché. On peut où il penser à Shabazian au Madison Square Garden. Shabazian, c'était impressionnant sur quelqu'un qui est un vétéran, qui est très fort. Et puis, on a eu cette année, l'année dernière, en demi-teinte. C'est-à-dire que sur l'année dernière, on a à la fois sur le plan sportif de la performance, quand on sait maintenant ce dont est capable Sean Strickland, quand on sait que c'est un short notice, quand on sait que Nassour ne cut pas de poids et qu'il se retrouve face à un adversaire de plus de 10 kilos que lui et qui fait le match qu'il fait, peut-être le match le plus serré de Strickland depuis 3-4 combats. Et qui 9 mois plus tard est champion. Hein. Et qui 9 mois plus tard est champion. Ouais. On se rend compte aujourd'hui de la performance que c'était, mais sur le papier, ça reste une défaite. Et puis, le match contre Chris Curtis, qui est là. C'est pour ça que je disais frustrant dans mon intro, c'est que il le domine ce combat. Qui est là encore une masterclass. Il le domine. Sans aucun conteste possible. Il l'amène 3 fois au sol, un mec qui n'a jamais été amené au sol auparavant, et qui, à cause d'un coup de tête, se finit en no contest. Et donc, on assure. Le plan sportif, mon travail d'entraîneur, c'est d'analyser la performance et de dire on a vu des belles choses, on a vu des choses qu'il fallait travailler, mais on a vu des belles choses. Mais sur le plan médiatique et sur le plan de l'avancée, on a une amenée en demi-teinte. Et l'objectif assumé pour 2024, c'est de dire ok, le niveau est monté, notre niveau est monté, et maintenant on va montrer, on va concrétiser ce niveau. Ce petit côté, je suis toujours là, les gars. Je suis toujours là, et je suis plus là que jamais, parce que j'affronte Roman Dolidze, numéro 7 mondial, et je vais montrer ce que je peux faire contre le numéro 7 mondial. Parce que tu as raison, quand on arrive au premier UFC Paris, septembre 2022, c'est le deuxième grand nom sur la carte, derrière Cyril Gane, tu vois, du MMA français. Maintenant, Fiorot n'est pas sur la carte puisqu'elle est blessée. Il est le numéro 2 dans les têtes. Aujourd'hui, on a un Benoît Saint-Denis qui médiatiquement a explosé, et même dans ses performances sportives. Tu l'as ressenti, toi, auprès de Nassour, tu vois, il avait un peu cette frustration parce qu'il y a des perfs quand même, mais ça a fait, voilà, c'est tout ce qu'on a expliqué sur cette année 2023, a fait qu'il a un peu pas sorti des radars, mais descendu dans les radars. Il est descendu un petit peu dans les radars, ouais. J'ai senti, Nassour, il n'en parle pas. Parce que Nassour, il focus sur l'entraînement. Je te disais senti. Ouais. J'ai senti, mais c'est pas quelque chose dont il parle, et même c'est pas quelque chose dont on parle énormément. Nous, on essaie vraiment, notre but sur tout le camp d'entraînement, ça a été d'étudier, bien sûr, l'adversaire, mais au-delà d'étudier l'adversaire, d'étudier Nassour. Ses réactions pendant les combats, nous, on a re-regardé ensemble tous ses combats à l'UFC, mais regarder aussi ensemble l'ensemble des sparring qui ont été filmés, et d'être capable de dire, ok, il y a des moments où tu prends des bonnes décisions, il y a des moments où cette décision-là, tu pourrais la prendre différemment. Tu pourrais prendre une autre décision. Et je pense que cette décision-là, si tu la prends différemment, le combat devient beaucoup plus compliqué pour ton adversaire. Il y a un effet boule de neige. C'est un effet boule de neige. Et tout le camp d'entraînement, le but, ça a été de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et je dois avouer, sans rentrer dans les détails du training camp, que quand Thomas Loubersan y revient 2 semaines après, il avait tourné pas mal avec Nassour en début de training camp, il est revenu en fin de training camp et qui dit waouh, là ce qu'on voit, c'est un autre niveau d'appui, de confiance, de comment je pèse sur mon adversaire. Bah, ça fait plaisir. On se dit que ce travail-là, il a payé. Et on rappelle pour tous ceux qui ne savent pas, même si on l'a déjà reçu ici, donc voilà, les auditeurs fidèles du Fighter Club le savent, Thomas Loubersan, c'est juste un des meilleurs sols de France, un ancien numéro 1 mondial, enfin voilà, une sommité du grappling en France. Donc quand quelqu'un vous dit quelque chose comme ça, il y a du vrai derrière, c'est évident. Quand je te disais aussi quelle impression t'a donné Nassour depuis ses débuts à l'UFC, je vais te faire le constat qu'on a toujours fait, nous, au Fighter Club, on s'en cache pas, on l'a dit dans toutes les émissions sur Nassour, on lui a même dit avant le combat contre Strickland, à l'époque on pensait que c'était Gastelum, c'est la dernière fois qu'on l'a reçu ici. Nassour, on a eu énormément de vent de ses entraînements, de partenaires à lui de la salle, de coachs, au fur et à mesure des années, qui nous disaient, le mot est toujours le même, c'est un monstre. Il est à l'entraînement, il marche sur tout le monde, il fracasse tout le monde, c'est une bête, ce qui sort à l'entraînement, c'est incroyable. Et nous, le constat qu'on a toujours fait, c'est que j'ai jamais eu l'impression de voir dans la cage de l'UFC réellement le potentiel dont on me parle à l'entraînement. C'est un constat que tu partages ? Ouais, c'est sûr. Moi, ça fait longtemps que je le dis aussi. C'est-à-dire que le Nassour qu'on voit à l'entraînement, parfois on le voit dans la cage, parce qu'il a fait quand même des masterclass, encore une fois, Chris Curtis, mais même Shabazian, c'est des masterclass. Mais au-delà de ça, il y a des fois où, effectivement, on ne le voit pas au niveau qu'on le voit à la salle. Et mon but... Parce que, pour te couper, excuse-moi, c'est que je crois à 100% tous les gens qui m'ont raconté ça. J'ai aucun doute sur ça, mais le constat qu'on avait fait, c'était on aimerait vraiment le voir dans la cage. Mais le rôle du coach, c'est d'identifier ça. Pourquoi à ce moment-là, ce combattant, pourquoi Sean Strickland, il t'a mis en difficulté ? Pourquoi Phil Hawes, il t'a mis en difficulté ? Et donc, nous, on a énormément travaillé là-dessus. Je ne sais pas à quel point on va le voir dans la cage. Je pense qu'on va le voir dans la cage.
à quel pourcentage on va le voir. Tu sais, j'ai beaucoup eu la question, est-ce qu'on va avoir un Nassour 2.0 ? Et moi, je dis non, on va pas avoir un Nassour 2.0. On va avoir une version améliorée de Nassour, bien évidemment. Mais le Nassour 2.0, il arrivera dans 1 an. Parce que le transfert entre ce qu'on fait à l'entraînement et ce qu'on fait dans la cage, ça prend du temps. Ce serait prétentieux de dire qu'en 2 mois d'entraînement, on l'a totalement modifié. Bien sûr que nous, à l'entraînement, on a vu beaucoup de changements. On va voir dans la cage ce qui va se passer le 3 février. Je rebondis tout de suite. Quel changement t'as vu ? C'est quoi le plus prégnant pour toi ? C'est difficile d'en parler sans parler de stratégie. Tu me dis ce que tu veux me dire. Voilà, C'est bien. je vais parler de... Souvent, quand on parle de combat, les gens pensent technique. Quand on parle de combat entre gens de haut niveau, si je parle de combat avec Thomas Loubersan, avec Maxime François, avec Nassour, on va très peu parler de technique. On va parler de choix, on va parler de placement, on va parler de timing, on va parler de variation d'intensité. Est-ce qu'il y a des creux dans le combat ? De gestion du combat. De gestion du combat, de gestion de la distance, de gestion du poids. Et sur ces choses-là, ouais, beaucoup de changements. De prise de décision. Comme je te disais tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles il laissait passer des petites choses. Et moi, je trouve que ces petites choses-là, il ne faut pas les laisser passer. Il ne faut pas donner la moindre chance à un adversaire de commencer à gagner un combat. Le diable est dans les détails. Le diable est dans le détail, ouais. Vraiment. C'est ça. Ouais. Toi, les premières séances où tu reviens avec lui en novembre, tu fais quel constat ? C'est quoi, par exemple, le point où tu te dis, il faut qu'on travaille le plus là-dessus ? On refait connaissance, déjà. Ok. Parce que en dehors de l'entraînement, dans l'entraînement, c'est pas la même chose. Et donc, au début, mon rôle, c'est de refaire connaissance. Donc, de venir le voir sur mes cours de MMA, mais sur les cours de lutte, sur les cours avec Rodrigo, sur tous les cours. Passer du temps avec lui. Après avoir passé du temps avec lui, la première chose qu'on a fait, c'est augmenter le volume de travail. Je trouvais qu'on n'avait pas assez de volume de travail. Il partageait ça ? Il partageait pas forcément ça, parce que augmenter le volume de travail, c'est augmenter la fatigue, et c'est faire en sorte qu'à chaque entraînement, tu es un peu plus fatigué, donc tu es un peu moins performant. Un peu plus en difficulté. Un peu plus en difficulté. Et moi, j'avais pas de souci avec ça. J'avais pas de souci il y a Thomas Loubersan, il y a Maxime François, il y a Ahmed Salamov. Ça va être dur, et j'ai pas de souci à ce que ce soit dur, parce qu'on est loin du combat. Et ensuite, au fur et à mesure du camp d'entraînement, il s'est habitué à cette charge de travail. Et en fin d'entraînement, ce qui était marrant, en fin de camp d'entraînement, c'est que j'ai dû faire l'inverse. J'ai dû le retenir à nouveau. J'ai dû dire, non, Nassour, là, on a fini l'entraînement, tu rentres à la maison. Oui, mais attends, je vais faire le cou, je vais faire les poignets, je vais faire ça, je vais faire un peu de sac, je vais faire un peu de mobilité. Non, c'est bon, Nas. Tu as fini l'entraînement, rentre à la maison, récupère, et demain, on va refaire une séance. Ok, donc il y avait aussi un travail là-dessus. C'est marrant, dans le film dont je parlais tout à l'heure, ils disent, tu confirmeras, c'est toi qui le dis, c'est-à-dire c'est pas eux qui disent, tu dis, on n'a pas de signature, on s'est serré la main. C'est ça. Je deviens ton coach. Et j'ai l'impression, quand tu connais Nassour, ses frères, que c'est plus fort qu'une signature, en fait. Que la parole donnée est encore plus forte qu'un contrat. Bien sûr, c'est très fort. C'est très fort. Oui, on s'est vu, on a signé la main, parce que la question qui était posée, c'était combien de temps ? Et le temps, pour l'instant, on ne l'a pas estimé. C'est-à-dire qu'on a dit, on va travailler sur ce camp d'entraînement, et on va voir à la fin de ce camp d'entraînement ce qu'on veut faire. Parce qu'effectivement, il y avait la question des États-Unis, la question de la France. Les États-Unis, comment ça peut être fait ? Parce qu'il y a un côté intéressant sur les États-Unis aussi. Ce qu'on manque, ce que tu disais tout à l'heure, on a l'impression que Nassour, à l'entraînement, il domine tout le monde. Mais on a combien de 85 kilos top 10 mondial en France ? C'est intéressant, parce que j'allais y aller un peu là-dessus. Voilà. Cette domination, parfois, elle peut être aussi en rapport avec les sparring que tu as autour de toi. C'est ça, on a qui comme sparring MMA ? C'est-à-dire que nous, on a eu des très très bons sparring sur ce camp d'entraînement. Mais on a eu des très très bons sparring au sol. En lutte. En striking. Ensuite, en MMA, on a Ahmed Salamov qui est très haut niveau, qui est très intéressant, et qui en plus était un petit peu plus lourd, donc ça nous servait, parce qu'il compensait un peu de manque d'activité par le fait qu'il était un peu plus lourd. On avait Jorik, qui est au poids du dessus aussi. Mais sinon, des world class 85 kilos, en France, il n'y en a pas, ou alors j'ai pas assez screené le truc. Non, mais j'en vois pas. Tu sais, on a vu passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on sort de Nassour, mais pour ce combat de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier le 9 mars, qui est très important pour Benoît, et on a vu passer aujourd'hui, je pense que tu l'as vu, une photo de Dustin Poirier qui est à l'entraînement avec Gamrot. Exactement. Et voilà, c'est aussi ce qu'apportent ces grandes salles américaines, c'est que ton sparring, c'est un top 10 du classement UFC, quoi. C'est quand même une énorme différence. Donc ça, toi, tu te dis que il a la structure pour le faire en France. Il n'y a pas besoin de s'expatrier aux États-Unis. Alors moi, ce que j'aimerais bien, et encore une fois, c'est pas une décision qui me revient entièrement, c'est une discussion qu'on aura avec Nassour, son entourage, ses frères, le reste de l'équipe. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il puisse passer un petit peu de temps aux États-Unis pour faire du sparring, pour échanger avec le haut niveau, pour remarquer des choses. Idéalement, un petit peu de temps aussi où je suis là aux États-Unis pour voir ses sparring et voir ce qu'on a à travailler. Et ensuite, qu'on fasse tout le travail de fond
Donc ce travail aux États-Unis plutôt loin des combats, Mhm. et ensuite qu'on fasse tout le travail de fond, c'est-à-dire une fois qu'on a vu les points faibles potentiels qu'on pouvait avoir sur une grande variété de sparring partners, et ben ensuite qu'on travaille tout ça en France. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un Et t'as engouement. jamais eu l'idée inverse de J'ai- dire on travaille, tu vois, au départ ici, et puis on finit les camps aux J- États-Unis avec de la grosse opposition. J'aime pas, Ouais. j'aime pas partir aux États-Unis en fin de camp d'entraînement, dans des salles qui sont pas les nôtres, Mm. dans lesquelles on va pas favoriser. Et pas prioritaire. On n'est pas Mhm. prioritaire. S'il doit y avoir une blessure, c'est Nassour qui va. Tu vois, là, Mm. là, les mecs que j'ai invités, c'est des mecs, je sais à 100% que leur but quand ils viennent, c'est de faire briller Nassour. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je veux faire un retour là-dessus. C'est que le MMA français, et quand je dis MMA, je dis au sens large, la lutte, le grappling, le MMA, le striking français, c'est uni autour de Nassour. Et ça a été beau, les Ouais, frères Boifia, Thomas Loubersan, Ahmed Salamov, Maxime François, Reda Hamzaoui, Black Belt qui combat là aux Europes, Nicolas Filipponi du NR Fight. Donc des mecs de plein d'équipes différentes que quand j'ai appelé pour venir aider Nassour à préparer son combat, ils sont venus et ils ont donné du leur pour aider Nassour. Et c'est génial parce qu'en fait, le MMA français se développe beaucoup et on l'a assez dit ici, et il y a des talents exceptionnels partout et des équipes exceptionnelles partout. Mais sur des gros trucs, c'est quand même bien d'unir les forces, hein, parce que tu C'est vois, beau. on est face à des énormes pays avec des énormes passés dans ces sports-là, et c'est bien d'unir ces forces. Moi, je C'est trouve ça- magnifique. je trouve ça plutôt cool. Quelle marge de progression tu vois à Nassour encore aujourd'hui? Toi qui viens de le récupérer là, comment tu vois, tu te dis qu'il est encore loin de son potentiel max? Et encore une fois, pourtant c'est dans des détails, parce qu'il sait déjà tout faire. Mm. Il sait boxer, il sait lutter, il sait aller au sol. Et ça, la plupart des gens ne savent pas son niveau de lutte et de sol. Mais les détails qu'on peut changer dans la prise de décision, dans l'intensité du combat, dans les creux, dans les hauts, dans les bas, etc., dans la gestion de certains points comme ça, peuvent transformer Nassour. Et moi, quand on me parle de ça, je vois le Nassour 2.0, comme je disais tout à l'heure, je le vois dans un an. Et tu peux un peu aller en profondeur dans ce Nassour 2.0. Qu'est-ce que t'attends? Tu vois, dans un an, qu'est-ce que tu imagines qui sera en plus par rapport à ce qu'il est aujourd'hui? En fait, on augmente le curseur. C'est-à-dire que le karaté boxing qui fait déjà Nassour, on continue à le faire avec peut-être quelques petits points qui l'avantage sur ce que j'appelle le karaté boxing, tu sais, c'est le in and out, Ouais. le déplacement avec sa boxe, qui fait déjà très bien. On rajoute quoi à ça? On rajoute la capacité de boxer sur place. C'est-à-dire que je fais du karaté boxing, mais si tu veux pas reculer, si tu veux trop avancer, je suis capable de boxer sur place et de te faire reculer avec les armes puissantes que j'ai sur le travail sur place. Mm. Donc d'autres travails, parce que le in and out, M'adapter à toi ce que tu me proposes aussi. je Ouais. peux créer quelque chose d'autre. Je suis pas obligé de me déplacer en sortant. Je peux aussi rester sur place, bloquer, remiser avec des combinaisons qui sont très fortes sur ces distances-là. Dans ça, on a du travail contre la cage qui est différent. On a une takedown défense qui est forte sur laquelle on peut aussi attaquer. On a vu Nassour sur ses combats, il a une guillotine qui est forte, il a un étranglement arrière qui est fort. On a ces points-là qui sont encore plus forts. Donc on a plein de petites choses, mais qui, si on les accentue, si on les modifie, si on va plus loin dedans, on peut avoir des gros changements là-dessus. Et deux petites questions marrantes là-dessus. Est-ce qu'il y a un point où déjà tu te dis, Nassour, il est. Bah alors, il y a toujours à améliorer, bien sûr. Hein, c'est Oui, une question oui, oui. bateau parce que dans tous les domaines du combat, on peut toujours s'améliorer. Mhm. Mais il y a un point où tu te dis, il est quand même déjà top là-dessus et c'est difficile de lui apporter beaucoup de choses en plus. Et est-ce qu'il y a un point qui t'énerve où tu te dis, celui-là, faut vraiment l'améliorer? Ouais. Et, alors oui, je vais te dire le point sur lequel je pense qu'on est vraiment top. Je pense qu'on est world class sur le karaté boxing. C'est-à-dire que encore une fois, karaté boxing, cette gestion de la distance avec cette boxe, quand Nassour il fait ça et que il gère bien la distance, c'est ce qu'il a fait contre Chris Curtis. Voilà, il y a rien, il y a pas match quoi. Il prend 0 coup, il donne des coups, il amène au sol quand il veut. C'est très très fort. Est-ce qu'il y a des points qui m'énervent? Bien sûr qu'il y a des points qui m'énervent. Je ne pourrais pas les divulguer ici, mais bien évidemment, il y a dis des ce que points. tu veux, je pose mes questions. Il y a des points qui m'énervent et c'est marrant parce qu'on a cette relation avec Nassour où parfois, comme moi je lui pointe comme ça, je lui dis ça, je suis pas d'accord. Donc parfois il se fâche un petit peu et puis après je lui dis tu peux te fâcher autant que tu veux mais ça change pas ce que je suis en train de te dire. Et si tu me prouves que ce que je dis c'est faux, on peut changer. Mais tant que ce que je dis ça se confirme et qu'on a X vidéos pour prouver que ce que je dis c'est bon et que quand ça arrive pas, on gagne le combat et que quand ça arrive, on gagne moins le combat, on va rester là-dessus. J'aime bien parce que quand il a la tête dure, t'as la tête plus dure en Ouais, fait. non, C'est mais ça. on a des vraies discussions assez drôles parfois. Ouais.
Tu le disais tout à l'heure, tu as répondu, parce que tu disais il n'y a pas de Nassour 2.0. Le Nassour qu'on va voir contre Dolidze, il n'est pas foncièrement très différent du Nassour qu'on Il a est vu. différent. Il est différent quand même. Il est différent, mais je veux pas dire 2.0. Ça, Ok. j'aime pas Ouais, ce truc. je À un vois. moment, j'ai l'impression que c'était à la mode. J'entendais partout Cyril Gann 2.0. Non, il En peut fait, pas c'est être la, tu sais, c'est 2.0. la facilité. Voilà, c'est ça. Tu te dis, vas-y, ils ont changé un truc, on dit 2.0, Il mais peut t'as pas raison. être Cyril Gann 2.0 à chaque camp d'entraînement. Parce que là, il en serait au 6.0. Voilà, un truc c'est comme ça. tu vois. Donc non, j'aime pas l'expression. Est-ce qu'il a changé? Oui, il a changé. Et les gens qui sont venus au début du camp et à la fin du camp, ouais, ils ont vu un gros changement entre les deux. Il y avait vraiment un. Mais vraie- encore une fois, ce changement, il se situe dans les détails. Et moi, j'ai hâte de voir la performance contre Roman Dolidze parce qu'on n'a pas parlé de Dolidze depuis tout à l'heure. On va en parler, Il t'inquiète est pas. fort. Ouais, c'est le dernier, c'est le dernier bloc que je voulais entamer. J'ai encore 2-3 petits trucs Ouais, avant ouais. qu'on aille là-dessus, notamment. Est-ce que on sait que, notamment contre Buckley, UFC Paris en Ouais. septembre 2022, Ouais. qu'il y avait un problème mental. Enfin, c'est Ouais. clair, lui, il a reconnu. Il est trop rentré dans un jeu de je veux t'éteindre parce que je veux me venger de tes vidéos. Et Buckley, on sentait bien qu'il avait bien compris qu'il fallait mettre des pièces dans la Mhm. machine parce que ça allait l'énerver. On l'a beaucoup moins senti contre Strickland et Curtis, clairement, alors que Strickland a beaucoup joué, il a insulté toute la France, enfin, il y est allé bien comme il faut, il a même été franchi la limite comme il sait faire. Curtis, qui est le coéquipier de Strickland, s'était engouffré dans la brèche. J'ai eu l'impression qu'il avait plus ce recul. Est-ce que toi, t'en as parlé avec lui quand tu l'as eu? Est-ce quand tu l'as récupéré là? Est-ce que c'est un truc où tu sens qu'il a bien évolué? Comment tu te situes par rapport à ce débat-là? Ça reste, pour moi, un point faible, entre guillemets. C'est-à-dire que son point fort, c'est aussi son point faible. C'est-à-dire que l'extrême compétitivité de Nassour fait que le curseur, parfois, il le met sur plus vite, plus fort. C'est ce qui s'est passé contre Joachim Buckley. C'est-à-dire que j'arrive pas à te faire tomber, je vais taper plus vite, plus fort. Et nous, Parce que j'ai envie de te faire tomber. parce que j'ai envie de te Ouais. faire tomber. Et nous, un des aspects sur lequel on travaille, c'est parfois la solution, c'est pas plus vite, plus fort, mais c'est plus haut, plus bas. C'est plus à gauche, plus à droite. C'est pas la tête, mais c'est le corps. Mm. C'est la jambe. Et varier corps, tête. C'est Voilà, ça. ouais, Et ce quand genre on de est à choses. 100%, quand je suis à 100%, je vois plus tout ça. Quand je suis à 98%, j'ai les 2% qui me permettent de dire « Ah, il y a un trou ici ». Et c'est pas juste « Je vais taper fort pour t'arracher la tête ». Il dit ça, Nassour, « Je vais t'arracher la tête ». C'est pas taper fort pour t'arracher la tête, c'est quoi, j'ai vu qu'il y a un trou au plexus, je vais taper au plexus. Et il faut garder cette petite marge-là, il faut la garder. Et puis en fait, ça se trouve, je t'arracherai pas la tête, mais à l'énième coup au plexus ou au foie ou quoi, bah tu vas tomber parce que l'accumulation des coups fait que C'est ça. t'es terminé, quoi. C'est ça. C'est aussi une qualité là-dessus. Comment toi, tu prends cette approche? Parce que je t'ai entendu dire que tu aimais les petites équipes. Ouais. T'aimes pas t'occuper de plein de personnes, Ouais. t'aimes être focus sur un athlète. Donc là, t'es head coach que de Nassour pour le coup. Comment tu l'as... En fait, j'ai l'impression, ma question, c'est plutôt que Nassour, j'ai l'impression que c'est un fonctionnement qui lui va très bien. D'avoir Ouais. quelqu'un qui lui est concentré, tu vois, ce Ouais. qui n'était pas le cas au MMA Factory, Ouais. hein, c'est clair et net, puisqu'il y a une énorme équipe là-bas. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc où il est dans son élément, beaucoup plus. Ouais, Tu il est confirmes? bien, il est détendu, il est heureux, il sait à quoi. Nassour, mine de rien, c'est quelqu'un qui. Je vais prendre l'exemple de la nutrition. Il y a des mecs que j'ai suivis en nutrition pendant 5 ans, 6 ans. Ils continuent à avoir besoin du programme alimentaire et continuent. Nassour, au bout d'1 an et demi, 2 ans, quand je suis parti du MMA Factory, on a arrêté de travailler ensemble avec sur la nutrition, mais il continuait à suivre tous les conseils que je lui avais donnés C'est sa pendant. routine. Elle est Il là. continue à suivre. Il me disait, oui, je fais le poids avec ton plan. Avec ton plan, avec tes méthodes, avec ton truc, etc. Je continue à faire le poids. Et donc, c'est quelqu'un qui aime apprendre, comprendre et ensuite appliquer. Et tu parlais de discussion tout à l'heure avec Nassour. On a des discussions. Mm. C'est-à-dire qu'il cherche à comprendre. Oui, Nico, mais tu veux me faire ça, mais pourquoi tu veux me faire ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on ne devrait pas faire plus? Est-ce qu'on ne devrait pas Je faire moins? cherche à mentaliser ce pourquoi je fais J'ai quelque besoin chose. de comprendre. C'est pas juste je viens à l'entraînement, j'ai besoin de comprendre. Et donc, pour revenir à la question de base qui était. Non, bah c'était. Est-ce que ça lui va parfaitement en Ça fait, lui va. ce système de fonctionnement? Parce que je pense que dans un système où tu t'occupes bien de lui, bah, il y a la place pour ces discussions-là. C'est Il y a ça. il y a le temps pour ces Il y discussions-là. a le par temps, exemple. il y a la place, il y a l'organisation. Le camp d'entraînement a changé au fur et à mesure des semaines. Quand je suis arrivé, c'était un camp d'entraînement. Et puis au fur et à mesure des semaines, j'ai enlevé ça, rajouté ça, modifié ça. Et donc j'ai expliqué au fur et à mesure, tiens, on va faire ça, on va modifier comme ça, etc. Et puis on a abouti, quelque chose d'assez abouti sur les dernières semaines. Mais je ne pouvais pas faire ça d'entrée. Il fallait que je voie et que j'analyse et que je dise, OK, ça c'est un petit peu mieux, ça c'est un petit peu moins bien, ça on peut modifier comme ça, etc. etc. Nassour, il dit aussi dans le film, j'ai été chercher une personne qui a les mêmes valeurs, qui me ressemble. Donc ça va avec tout ce qu'on dit depuis le départ. C'est aussi le feeling humain. Et il dit aussi, mais ça c'est important, il faut poser ces questions-là aussi. Il me dit,
tu ne peux pas travailler avec une personne en qui tu n'as pas confiance. C'est pas possible. Quand tu rentres dans la cage et qu'elle se ferme, il faut que j'ai 100% confiance en lui, en mon coach, pour faire les choses qu'il me demande. Ouais. Je pense que cette confiance existe entre vous. Tu dirais qu'elle n'existait plus avec Fernand Lopez? Je sais pas. Honnêtement, j'ai quitté leur relation il y a 3 ans, quoi. Donc, comment ça s'est passé par la suite précisément, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'un athlète, il peut avoir confiance en toi sur un thème et pas avoir confiance en toi sur un sparring. Il peut avoir confiance en toi sur un sparring souple, mais pas sur un sparring dur. Sparring dur, mais pas sur un combat. Et donc, moi, l'un de mes objectifs pendant ce camp, c'était de passer beaucoup de temps avec Nassour. Qu'il ait cette confiance surtout. Parce que ce qui va compter, le moment où ça va compter, le moment où, si c'est dur le jour du combat, c'est à ce moment-là que il ne va m'écouter que si la confiance qu'on a construite ensemble, elle est réellement profonde. Si elle est juste superficielle, à ce moment-là, quand je vais parler, il va faire sa vie, il va faire son choix. Et vous en avez parlé, lui, il te le dit? Il a plus cette confiance aujourd'hui? Il n'en a pas parlé, il ne l'a pas exprimé. Mais on a passé beaucoup de temps ensemble. On a passé beaucoup de temps à discuter avant les sparring, après les sparring, à faire des feedbacks, à dire, regarde, avant le sparring, tu te sentais comme ça aujourd'hui. Mais regarde le sparring que tu as fait. Tu vois, c'est important de faire ça. Aujourd'hui, tu te sentais, je sais pas, par exemple, aujourd'hui, sur le sparring, tu te sentais pas bien avant le début du sparring. Mais regarde le sparring de ouf que tu as fait. Et regarde sur la vidéo, regarde au moment où je te disais de changer de garde et de faire ça, regarde comment ça a fonctionné. Ouais, mais t'as vu, ouais, c'est vrai, t'as mis 3 rounds à m'écouter, mais regarde au 3e round quand tu l'as fait. Donc si tu l'as fait au 3e, tu pouvais le faire au 1er. Ouais, c'est vrai. Ok, est-ce qu'au prochain combat, au prochain sparring dur, est-ce que tu peux me le faire dès le 1er? Je vais essayer de faire ça, coach. Et tu dirais, tu me réponds ce que tu veux, mais tu dirais qu'il y avait quelque chose pour clôturer sur ça, qu'il y avait quelque chose de cassé. On sait qu'il est venu à Paris, qu'il est tout de suite intégré le MMA Factory, et avec Daguerre, ils ont pris le petit appart au-dessus, la légende est bien connue, qu'il y avait quelque chose de cassé quand même, ou plus que... Est-ce que tu dirais plus qu'on était sur quelque chose de cassé dans cette relation, ou plus un besoin de changement parce que ça fait 8 ans que je suis là, 7 ans que je suis là, et j'ai envie de voir autre chose? Ouais, je crois qu'il y avait ce besoin de comme tu dis, d'individualiser le camp d'entraînement. C'était surtout ça. Et effectivement, et de s'entourer de gens qu'il appréciait fortement, de gens dont il avait confiance, voilà, de recentrer tout autour de lui. Non, parce que je vais être franc, hein, comme ça s'est passé aussi juste après tout ce qui s'est passé en septembre, fin septembre avec Cédric Doumbé au PFL, sur Fernand. Est-ce que ça a à voir avec ça? Il y a eu dans le milieu la question de se dire, est-ce que ça a aussi à voir avec ça, tu vois, et avec le fait de se dire, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas, même si je doute que peu de gens, enfin beaucoup de gens connaissaient ces histoires-là dans le MMA français, mais on s'est demandé si ça avait un rapport. Tu penses pas? Je sais pas. Ouais. Peut-être que la décision, l'envie, etc. était là depuis un moment. Et puis, tu sais, c'est souvent un élément déclencheur, oui, mais combien d'éléments sont là avant? Je peux pas te dire. Honnêtement, on n'en a pas dit. C'est vrai que c'est quelque chose à faire, normalement, sur lequel j'aurais dû faire. C'est-à-dire, quels ont été les problèmes que tu as rencontrés avec Fernand pour éviter que nous, on ait ces mêmes problèmes ensemble. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis arrivé sur le camp et j'ai vraiment essayé de travailler sur le camp et pas trop passer du temps sur le passé. Et puis c'était mi-novembre. C'était mi-novembre. Après Dolizé, là, il y aura peut-être aussi le temps d'autres choses, d'autres discussions qui peuvent s'ouvrir. Puis pour le coup, je reconnais, c'est pas facile toi non plus, parce que tu as été passé au MMA Factory, il y a ton histoire personnelle aussi avec le MMA Factory. C'est compliqué de mélanger tout ça dans les discussions. On passe au dernier thème qui est Buckley, excuse-moi, pas Buckley, Dolizé, on parlait de Buckley tout à l'heure, j'ai confondu, qui est notre dernier bloc là-dessus, mais c'est très intéressant. Dolizé qui vient, et on le présente aussi beaucoup dans le film, il vient du sol. Quelqu'un qui a fait la DCC, hein, donc c'est le plus haut niveau du grappling. C'est marrant, mais il raconte ses premiers combats en MMA où son striking, tu vois que c'était pas ouf, hein, c'était très loin d'être ouf. Par contre, je trouve que c'est toujours pas ouf, mais qu'il y a une belle puissance. Enfin, on le voit, c'est quelqu'un qui frappe fort comme un camion. S'il vous touche, ça fait mal. Comment on prépare un profil comme ça? Bon, déjà, on identifie les armes les plus fortes de Dolizé. Il y a 3 armes, 2 qui se voient beaucoup, une qui se voit moins. La première, c'est le bras arrière sur lequel il frappe très fort. La droite, il la met à répétition, Vettori, parfois il faisait 1, 2, 3, 4, 5 droites. Donc voilà, il n'y a pas une boxe complète, mais sa droite, il arrive à toucher avec sa droite et il frappe fort. Première arme. Deuxième arme, il est très fort au sol, notamment sur certaines positions, c'est-à-dire à partir de la garde. Il a un jeu avec son coup de coude, son jujigatame, sa clé de jambe. Tout ça, c'est très très fort. Et vaut mieux pas s'y retrouver. Parce que ils sont pas tant que ça, au final, à pouvoir attaquer sur le dos comme il fait. Je pense, on a eu cette discussion sur Twitter, je pense qu'il fait partie du top 5, top 10 sûr et certain, peut-être probablement top 5 à l'UFC, à être capable de faire ça sur le dos. C'est-à-dire que même Cron Gracie, qui est un tueur à gage,
Charles Jourdain, il a annulé assez facilement. Roman Dolidze, quand il fait contre Jack Emerson, qui est très fort, il lui fait une séquence, c'est hallucinant. Moi, je l'ai regardé, je sais pas combien de fois la séquence, elle est trop belle. Ouais, je vois exactement de la séquence Trop dans belle laquelle la tu séquence. parles. Et, C'est la ouais. seule à l'UFC comme ça où il te bloque un mec en calf slicer. Ouais, Et- et puis au moment où tu te rends compte de ce qu'il a fait, tu te dis C'est mais terminé. C'est terminé pour le Ça y est, c'est déjà C'est terminé. C'est terminé. fini. Et Emerson, il dominait le combat debout. Et la troisième grosse force, parce que quand tu regardes les combats de Dolidze, tu t'ennuies. Je veux dire, la réalité, c'est des combats dans lesquels tu t'ennuies. Mais tu dis, il a 9-2. Sur ces 2 défaites, il a une défaite contre Vettori qui est une défaite. On est d'accord. Tu vois ? On est très d'accord. Et donc, tu dis, attends, t'as 9-2, t'as une défaite contre Vettori. Voilà, un 9-2 qui pourrait être un 10-1 pour résumer. C'est ça. Tu dis, en fait, t'es fort. Même si on s'ennuie quand on regarde tes combats, t'es fort. Et donc, quelle est ta force ? Il a une capacité à gérer le rythme du combat et à emmener le combat dans le compartiment qui lui plaît, qui est très forte. Et on donc note ça- pas assez, excuse-moi Nico, mais tu vas me confirmer Ouais. ça plus que moi. Ouais. C'est un point essentiel en MMA. C'est un point essentiel. Essentiel et C'est qu'on un- note pas assez souvent dans Qu'on dans les voit analyses. pas de prime abord. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit des coups de prime abord. Et ce qu'on voit pas, c'est ça. Comment tu gères le rythme, comment tu gères l'espace, comment tu gères le fait que tu as un lutteur, il veut pas aller au sol, mais il t'emmène au sol. Et il finit par se faire soumettre. Mais pourquoi il l'a emmené au sol alors que... Et c'est des questions comme ça que je me suis posé en regardant Roman Dolidze. Ce Dolidze, je le disais dans mon intro, numéro 7 au classement des challengers, c'est une énorme opportunité, surtout après une année aussi frustrante qu'a eu Nassour, parce que malgré les belles perfs que tu disais, les résultats, le Tapology ou le Sherdog, ils montent pas du vert, tu vois, donc c'est toujours dommageable pour une carrière. Aujourd'hui, l'UFC lui offre une opportunité géniale de rentrer dans le top 10, dans une 4C, c'est vraiment à pas louper. Tu vois ce que je veux dire, parce que derrière tu peux même sortir du top 15 ou être pas loin d'en sortir si tu le fais pas. Ouais, c'est un tournant de carrière. Ah oui, c'est un tournant, c'est sûr. Et puis c'est l'occasion et c'est l'envie de briller aussi. Nassour, il a envie de montrer que le top 10 c'est pour lui. Donc ce combat, c'est l'occasion de dire les gars, regardez ce que je fais à un top 7 mondial. Regardez ce que je suis capable de faire. Parce qu'il a déjà eu un top 10 Strickland, mais catégorie de poids d'au-dessus, short notice. Là, Exactement. on est prêt pour un vrai top 10 avec tout le camp qu'il faut. Les gars, regardez ce que je suis capable de faire. Et c'est une KT, on a eu, donc au moment où on enregistre, on est quelques jours après la victoire de Dricus du Plessis sur Sean Strickland à Toronto, UFC 297, qui prend la ceinture. Strickland lui-même venait de la prendre à Adesanya. Adesanya qui sortait du haut de combat contre Pereira, qui est Pereira monté prendre la ceinture. Adesanya est pour l'instant toujours en pause. Il laisse des petits indices sur les réseaux qui pourraient revenir, mais on ne sait pas ni quand ni comment. On a l'impression que c'est une KT comme les light heavyweight un peu après le règne de John Jones. Ouais. Très ouverte, où beaucoup de choses peuvent se passer. Tu dirais, moi je pense que vraiment beaucoup de choses peuvent se passer et que si tu prends un Dolidze, si tu le bats, tu rentres dans la discussion de choses qui peuvent arriver dans les mois à venir. On est d'accord ? Pour moi, une victoire contre Dolidze avant la limite, une victoire choquante, une belle victoire avant la limite. Ouais, on se dirige tranquillement vers un top 5, on se dirige tranquillement vers ce qu'on souhaite chercher au final. Ouais. Et puis, quand je dis l'impression qu'il y a de la place, c'est que voilà, je vais être clair. Moi, le combat que j'ai vu ce week-end, c'était un très beau combat au niveau C. C'était serré, donc il y avait un intérêt, tu vois, dans qui va gagner. Au 5e, tu es quand même là à te demander qui va prendre cette ceinture. Mais c'est assez pauvre techniquement. C'est pauvre. Ouais, c'est pauvre. Hein. C'est fort physiquement. DDP, c'est fort physiquement. Strickland, c'est fort en termes de distance, de timing. Enfin. Mais techniquement, c'est pas fou. Hein. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la technique. Mais c'est pas fou, il y a de la place. Sur le pur point technique, là on part pas de tout le reste du combat. Hein. Il y a de la place. Il n'a rien à lui envier. Il y a de la place. À ce que tu as vu ce week-end. Moi, je pense que Nassour n'a rien à leur envier. Ouais, sur le point de vue technique, après, il y a d'autres choses. Il y a le mental qui rentre, la gestion de l'événement, la gestion de beaucoup de choses. Mais sur ça, ouais, moi, par rapport à ce que j'ai vu ce week-end, et c'est très ouvert pour beaucoup de monde, en fait. Très ouvert. Selon les match-ups qu'il y aura, tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Pour l'instant, on n'a pas de. Voilà, on ne sait pas trop qui va prendre le title shot. J'ai même pas cité un Chimaev qui est quand même dans le top 10 et qui réclame aussi son dû après avoir battu Ousmane. J'ai vu qu'il y avait un petit échange avec Dana sur les réseaux. Donc, c'est très, très ouvert sur tout ça. Un peu de fiction, parce que tu sais qu'on aime ça, les journalistes, mais quelques petites dernières questions. Allez. Si ça passe Dolidze, on veut quoi ? C'est une question, honnêtement, c'est une question à laquelle j'ai pas pensé, mais comme ça, là, ce qui me vient, pourquoi pas un Strickland ? Ouais. Pourquoi pas une revanche contre Strickland ? Vraiment au poids, avec un vrai camp de préparation, et puis on voit ce que chacun est capable de faire. Tu penses que le combat est très différent avec je pense que le combat est différent, parce qu'on le prépare différent et parce que la stratégie pour battre Strickland, on la connaît. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on la connaît. Ouais, c'est ça, tu as le temps de la préparer, tu sais déjà. Le temps de la préparer. Dès le premier jour du camp, tu l'as en tête. Dès le premier jour du camp. Et je te parle pas d'un camp... non, je te parle de 2 mois de préparation.
Avec les bons sparring, on sait quoi faire. Et j'ai de finir sur une question qui est sortie du film aussi, mais c'est la scène finale du film. Ceux qui l'auront vu quand ils écouteront le Fighter Club, ils comprendront. On découvre Daguerre qui dit à notre caméra qu'il a refusé l'UFC 1, qu'il avait la proposition de fighter à l'UFC 1 et qu'il a refusé pour accompagner son frère, pour pas perturber son frère, pour être dans le coin avec lui et que sa préparation ne soit pas perturbée. Ensuite, tu vois, je vois que tu n'as pas vu le film encore au moment où on se parle, puisque tu vois ensuite notre journaliste lui montre à Nassour la vidéo de Daguerre qui en parle. Et Nassour s'écroule, entre guillemets. Enfin, tu vois, il a du mal à contenir ses émotions parce qu'il semble découvrir ce truc-là. Donc moi, ma question que j'allais venir, c'est est-ce que tu sais si c'est une vraie histoire ? C'est dingue, en fait. Si c'est vrai, ça me paraît tellement dingue sur le côté fratrie et on est tous ensemble. Enfin, c'est lunaire. Tu refuses l'UFC pour protéger ton frère. Ça me paraît dinguissime. Ouais, mais quel UFC ? Mais ça me l'UFC 1 à Paris. Ah, l'UFC 1 à Paris, ok. Ouais. Ça me choque pas. Ça me choque pas venant de la part de Daguerre et de la fratrie et de la façon dont ils construisent le projet. C'est un projet familial. Daguerre, il est monté sur Paris pendant 1 mois pour Nassour. Il est monté sur Paris, c'est lui qui l'emmène à l'entraînement, c'est lui qui... Donc, non, ça me choque pas. Ouais, d'ailleurs, il le dit, il dit en phrase ensuite, quand il explique ça, il dit « C'était son rêve, nous on est venu à Paris pour son rêve avant tout ». Exactement. Et je dois avouer que j'adore coacher avec Daguerre. C'est-à-dire que Daguerre, il parle très peu. Déjà, j'aime beaucoup. Alors, je considère que je parle trop quand je coach, mais c'est les tripes, tu vois, c'est la passion, j'arrive pas à m'empêcher. Mais Daguerre, il parle très peu. Il parle en russe souvent, mais je lui dis « Daguerre, t'as dit quoi ?» Et donc, il me dit les trucs, et c'est souvent extrêmement pertinent, les conseils qu'il donne. Et ouais, plus d'une fois, on s'est retrouvés dans le camp, il donne un conseil, et pam, Nassour, il applique, et ça renverse sa situation. Il a des super conseils, il a une super vision de... C'est dur, hein. Tu sais, parfois tu peux te retrouver avec le frère d'un combattant qui est lui aussi un combattant, mais qui n'a pas forcément une vision qui est la même que la tienne. Et la chance qu'on a avec Daguerre, c'est qu'on a des visions très très similaires. Et même j'appuie parfois avec ça sur Nassour en disant « regarde, Daguerre il dit la même chose que moi. Daguerre, t'en penses quoi ?» Ah, ouais, Nassour. Le tampon du frère, c'est bon. Nassour, regarde, Daguerre dit la même chose. Le tampon du frère, on est bon, on peut y aller. Et c'est ma dernière citation, je la fais parce qu'elle résumera tout ce qu'on s'est dit là. Mais il dit aussi, quand il parle de son changement d'entraîneur, du départ de la Factory, il dit aussi, ça c'est, je cite Nassourdine, hein, c'est une des meilleures décisions prises dans ma vie. Voilà, ça te dit aussi ce qu'il pense de ce choix aujourd'hui d'être avec toi. Ma dernière question, elle est plus personnelle, Nico. On t'avait reçu il y a quelques semaines pour les mondiaux amateurs. Tu étais dans une petite salle à l'autre bout de l'Europe, avec 3 cages dans la salle, voire plus. Je ne sais plus s'il y en avait 3 ou 4, avec des gens qui ne sont pas très connus, mais qui ont un rêve de monter leur carrière. Là, tu vas te retrouver à Las Vegas. Ce n'est pas la T-Mobile, c'est l'Apex, mais bon, quand même, Las Vegas, en bord de cage, à l'UFC, pour un main event. Comment tu le vis ? Je kiffe. La question qu'on me posait beaucoup, c'était la question de la pression. J'ai pas la pression au quotidien parce que je fais le même métier que j'ai toujours fait, le même métier que j'ai fait avec Delphine pour les championnats du monde amateurs. Je fais le même métier avec Nassour. Donc j'ai pas la pression de ce que je fais au quotidien. Par contre, j'ai la pression de vous, les médias, la sollicitation médiatique, ce qu'on dit. On a un petit peu, et en plus, ce que je dis n'engage pas que moi, donc un petit peu d'engagement par rapport à ça. Mais sinon, non, je t'avais reçu avant l'UFC, hein, Nico. Tu m'avais reçu avant l'UFC et honnêtement, je kiffe et je prends tout le positif. Et voilà, j'essaie juste de faire mon métier de la meilleure manière possible, c'est tout. En tout cas, on sera ravis de te voir au bord de la cage. Donc, on rappelle, samedi 3 février sur RMC Sport, bien entendu, main event. Nassourdine Imavov contre Roman Dolidze, numéro 7 des moins de 84 kilos. C'est une opportunité en or. Donc, soyez tous derrière Nassour, on lui envoie plein de force. Et soyez tous devant l'écran pour suivre ce combat. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des pouces bleus, des commentaires, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour une nouvelle numéro du RMC Fighter Club. Merci Nico, à bientôt. Merci Alex. RMC Fighters Club.